Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Eva Guerlain, auteur de ce livre, L'effacement des mères, de la haine à la maternité. Du féminisme pardon. À la haine de la maternité. Aux éditions L'Artilleur. Eva Guerlain, vous avez l'art de provoquer, je dirais, de mettre effectivement la plaie, la plume dans la plaie, comme disait un très grand journaliste, et notre ancêtre à tous, Albert Londres. Vous avez commencé, donc vous avez reçu pour cela, un prof ne devrait pas dire ça, toujours aux éditions de l'Artilleur. Et effectivement, par rapport à ce qui se passait, par rapport au politiquement correct, l'éthiquement correct, c'était après Samuel Paty, tout le reste, et vous disiez effectivement le quotidien, vous racontiez votre quotidien. Je rappelle que vous êtes professeur de lettres dans un lycée dans un collège d'Île-de-France, vous racontiez un peu le quotidien, vous racontiez les non-dits, vous racontiez le pas de vague, vous racontiez effectivement oui, il ne faut pas parler de ça. Et là, vous recommencez, mais sur un domaine qui n'a rien à voir, mais qui est tout aussi passionnant et fondamental, je dirais essentiel, sur la maternité. Et alors là, vous n'y allez pas de main morte, vous dites l'effacement des mères. Actuellement, on est en train, en tout cas en France, et en tout cas dans un certain nombre de pays, de dire que, écoutez, être mère, non, c'est pas bien, on peut pas dire que c'est un péché, n'exagérons rien, mais que c'est peut-être pas, et au niveau aussi bien d'une intériorisation des femmes que chez les hommes, oui, la maternité, on n'en veut plus, rejet de la maternité, au nom de la modernité, d'ailleurs, faudrait le rappeler. Alors, ce que vous dites, c'est quoi ? C'est à l'heure où on parle beaucoup de démographie, à l'heure où on parle effectivement de tous les déséquilibres qu'il y a dans le monde, eh bien vous dites que en France, en tout cas, en particulier en Europe en général, mais pour ne parler que de la France, et ça aurait commencé avec Simone de Beauvoir, et vous rappelez, vous, mère d'une petite fille, que Simone de Beauvoir, c'est pas un péché bien sûr, n'a jamais eu d'enfant et n'a jamais voulu d'enfant. Et pourquoi Simone de Beauvoir, tout commence avec Simone de Beauvoir ? Alors, Simone de Beauvoir, c'est un peu la mère du féminisme contemporain, donc c'est intéressant d'aller voir ce qu'elle dit, effectivement. C'est intéressant que vous évoquiez les deux livres un peu en parallèle pour commencer. Je reviendrai bien là-dessus parce que c'est vrai que c'est deux sujets très différents, l'éducation nationale et la maternité, et en même temps, il y avait une forme de continuité pour moi et de logique parce que... et pourquoi ? Justement, à cause de cette question du féminisme, exactement de la même manière que les revendications autour des femmes sont confisquées par des féministes d'extrême gauche qui, selon moi, en fait, nuisent davantage aux femmes qu'elles ne les servent. Dans l'éducation nationale, la cause enseignante est défendue par des syndicats qui, à mon avis, nuisent tout autant au quotidien des professeurs et ne militent jamais pour ce qui pourrait réellement nous aider. Et de la même manière, je pense que les féministes ne militent jamais pour ce qui pourrait réellement aider les femmes parce qu'elles refusent de les voir en tant que mères. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait réellement aider les femmes, et à votre avis que les féministes ont soigneusement pris la précaution d'ignorer ? Alors justement, si on veut revenir à Simone de Beauvoir, il y a chez elle, dès le départ, une haine viscérale de la maternité qui transpire partout dans son livre Le deuxième sexe. Simone de Beauvoir. Une haine viscérale, vraiment, vous allez jusque-là. Oui, franchement, quand on lit le livre, chaque fois qu'il est question de la maternité, c'est assez intéressant, je le souligne dans mon livre, de voir que Simone de Beauvoir n'est plus rationnelle. Pourtant, c'est une grande philosophe, c'est quelqu'un qui a une culture immense et une réflexion très profonde. Mais lorsqu'il s'agit de la maternité, selon moi, elle n'est plus rationnelle. Elle a une forme de dégoût, de mépris, qui est vraiment violent. Elle parle des femmes qui aiment avoir des enfants comme de pondeuses. Elle considère la femme qui s'occupe de ses enfants à son foyer comme un parasite. Elle a des mots comme ça. On sent qu'elle a un dégoût pour le fœtus, pour le bébé. Donc c'est assez violent, ça n'est pas rationnel. Et à partir de là, elle va construire une image de la femme libre qui est tout à fait contestable parce que sa définition de la femme libre, c'est uniquement une femme salariée.
C'est-à-dire que pour Simone de Beauvoir, une femme qui travaille, mais un travail salarié justement, parce que c'est le mépris total pour toute forme de travail qui n'est pas salarié. Justement, une femme au foyer, c'est pas une femme qui ne travaille pas. Elle travaille peut-être plus qu'un homme, mais ça n'est pas un travail qui rapporte un salaire. Ça n'est pas un travail, c'est vrai, qui donne à la femme une autonomie financière. Alors cette question de l'autonomie financière, elle est évidemment essentielle. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Vous le savez très bien, vous travaillez vous-même. Hein. Bien sûr, je n'aimerais pas être totalement, je pense, dépendante financièrement d'autres personnes. Mais en fait, à force de définir le féminisme uniquement autour de ça, on est tombé dans un piège, dans une obsession, notamment l'obsession de l'égalité salariale totale. Vous savez que très régulièrement, les féministes rabâchent... sur l'égalité salariale. Mais avant ça, Eva Guerlin, quand même, pour bien poser le problème, vous savez très très bien que pendant très longtemps, des siècles et des siècles, la place d'une femme était au foyer. Et foyer, cuisine, élever les enfants, etc. Et on peut comprendre que depuis déjà plusieurs générations, il dit peut-être que, je parle même pas du droit de vote, qui n'a été accordé qu'en 1944, mais que vous dites, attendez, nous aussi, on a envie de se battre, d'avoir, non seulement d'avoir un métier, mais d'inventer, d'entreprendre, etc. On peut le comprendre, tout ça. À fait. Et effectivement, pendant très longtemps, le rôle de la femme, vous le savez mieux que moi, était... Alors, c'est à relativiser parce que dans mon livre, je cite Christopher Lasch, qui est un auteur très intéressant, qui a écrit Les femmes et la vie ordinaire, et qui rappelle en fait que pour avoir une femme au foyer, qui est cantonnée effectivement dans son foyer avec l'éducation des enfants, il fallait attendre une époque assez récente, plutôt l'époque moderne en fait, parce qu'il fallait qu'il y ait une séparation entre le foyer et le travail, ce qui n'était pas le cas dans les époques antérieures. Moi, ce qui me gêne souvent avec le discours féministe, c'est qu'il est un peu simpliste et qu'il sépare un avant et un après, en mettant dans le même panier tous les siècles antérieurs, y compris le Moyen-Âge qui n'a rien à voir avec l'époque bourgeoise du 19e siècle, qui n'a rien à voir non plus avec la femme au foyer, la bonne ménagère des années 50, etc. Christopher Lasch, qui est un Américain, dit que ce modèle de la femme au foyer, qui est vraiment effectivement assez exclu de la vie sociale, il est très prégnant, en fait, surtout dans les années 50, quand on commence à se mettre dans des banlieues, où la femme va rester vraiment à la maison, et où l'homme va partir au travail. Dans les siècles passés, ça n'était pas fort. C'est ça. Tout le monde travaillait. Mais dans une France à 90% paysanne jusqu'à une date presque récente, en fait, il n'y avait aucune séparation entre le foyer et le travail, et tout le monde était au travail. Simplement, on épargnait à la femme la pénibilité des travaux des champs. Donc, c'était plutôt un privilège, en fait, qu'une exclusion. Et donc, on parlait de Simone de Beauvoir, et d'où vient cette espèce de, justement, de haine de la maternité. Vous avez parlé de Simone de Beauvoir, mais après ça a été théorisé de façon beaucoup plus forte par les générations futures des féministes. Et c'est quoi? C'est au fond, et vous en parlez dans votre livre, ça arrive à dire il n'y a plus de biologie, homme, femme, c'est la même chose, etc. En fait, ce qui gêne les féministes dès le départ dans la maternité, c'est que il s'agit d'une caractéristique biologique première de la femme. Or, le féminisme, dès le départ, se fonde sur un refus de la biologie, de la réalité physique de ce que c'est qu'être une femme. Alors que ça existe. Ça existe, c'est un petit peu difficile à nier. Mais le féminisme n'a fait que ça, de nier la réalité biologique. Donc, il a voulu mettre à l'écart le plus possible la maternité, parce que ça rappelle constamment le fait que physiologiquement, nous ne sommes pas des hommes. Le féminisme a construit un idéal féminin qui est calqué sur le masculin, en fait. Il ne défend jamais les femmes en tant que femmes et donc en tant que mères. Vous voulez dire la spécificité des femmes, il la rejette. Il rejette la spécificité des femmes, donc le biologique. Et ce qui est très intéressant à l'heure actuelle, tout le monde a entendu parler du phénomène transmania, c'est de voir certaines féministes refuser le phénomène trans sans se rendre compte que c'est leur propre idéologie qui est à l'origine de ça. Parce que la négation du biologique, elle est dans le féminisme dès le départ. Dès le départ, chez Simone de Beauvoir, encore une fois, la maternité, on voit que ça l'exaspère parce que c'est une caractéristique biologique, parce que ça ramène la femme à son corps, et elle ne le supporte pas. C'est une intellectuelle, Simone de Beauvoir, elle est dans l'abstrait, et elle ne supporte pas d'être amenée à cette condition. Oui, mais quand les féministes disent « notre corps nous appartient », c'est le corps féminin dont elle parle, donc
Ah oui, mais alors, mon corps m'appartient, pour moi, ça fait partie des slogans féministes assez ineptes, à vrai dire, parce que, justement, les féministes ont fait des femmes les propriétaires égocentriques de leur propre corps, ce que j'opposerais un peu à l'idéal chrétien, qui disait à travers la bouche de saint Paul une phrase très belle, le corps de la femme ne lui appartient pas, il est à son mari. Mais il faut entendre la suite. Le corps du mari ne lui appartient pas, il était à sa femme. Oui, Donc, ça on l'entend moins, vous voulez dire, parce que oui, il faut pas garder que la première partie de la phrase. Voilà. Mais c'est ce qui est très intéressant, c'est de voir le christianisme pose un modèle dans le rapport des sexes qui est le don mutuel. Et le féminisme, au contraire, a décrété le mon corps m'appartient, c'est-à-dire que la femme serait la propriétaire de son corps, que l'homme n'a pas son mot à dire, notamment lorsqu'elle est enceinte. Puisque ça faisait vraiment partie dans les revendications autour de l'IVG, l'idée que l'homme ne devait pas avoir son mot à dire. Il y a aussi le slogan « pas d'utérus, pas d'avis » qui exclut quand même radicalement le géniteur de la décision. Et encore une fois, ce slogan « mon corps m'appartient » est complètement absurde parce que nous ne nous créons pas. Nous ne décidons pas. C'est vraiment un fantasme démiurgique. Une hubris. On va en parler, Eva Garland, mais il faut aussi dire que je pense que la réaction des féministes de ce point de vue-là, enfin, mon avis, c'est que pendant effectivement quelques siècles, il y avait en tout cas un certain nombre d'hommes qui estimaient mon corps à moi, homme m'appartient, et le corps de ma femme, il m'appartient aussi. Il y avait quand même ça, faut pas l'oublier. On en parle tout de suite, on continue d'en parler après cette petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ce n'est pas la nouvelle vague, c'est la nouvelle Eva Garland, l'effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité qui vient de paraître aux éditions de l'Artilleur, où vous lancez un certain nombre de pavés dans la mare justement, de ce côté de dire attention les femmes, les hommes. Vous venez de dire d'ailleurs Eva Garland, effectivement c'était un slogan féministe, pas d'utérus, pas d'avis, c'est-à-dire que les pères ou les coparents, comme on dit aujourd'hui, n'ont pas à se mêler de cela. Mais en même temps, notamment jusqu'au planning familial, on a entendu, mais attendez, un homme peut tomber enceinte. Et n'y a-t-il pas là une certaine contradiction quand même ? Si, certainement, mais la même que celle qui habite notre président de la République, qui avait déclaré il y a quelques années que on n'était pas forcément qu'un père n'était pas forcément un mâle, et qui maintenant veut rendre obligatoire un droit de visite des pères dans les cas de séparation, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait on avait besoin des pères. Ouais. Donc ce qui est terrible à l'heure actuelle, c'est que le père ne peut plus se définir, puisque c'est très difficile pour lui de trouver sa place. Tout à l'heure, on disait donc pas d'utérus, pas d'avis. Ça veut dire que quand la femme tombe enceinte, ça ne concerne qu'elle. Il n'a pas à donner son avis. Par contre, si elle choisit de garder l'enfant et l'élever, on va réclamer du père qu'il s'investisse comme une sorte de seconde maman, comme un parent d'eux, j'ai envie de dire qu'il est, comme un coparent. Et il va devoir assumer cette fonction, passer de l'indifférence à la responsabilité en fonction du choix de la femme. Ce qui est quand même assez violent, je trouve, pour les pères, qui ensuite seront quand même exclus, encore une fois, de la paternité dans tous les cas de séparation, pratiquement, puisqu'à 75%, c'est la femme qui obtiendra la garde des enfants. Donc c'est quand même très violent. Et on voit qu'il y a, à travers les revendications trans, à travers les revendications des minorités, une volonté qui accompagne la volonté féministe de supprimer complètement les notions de père et de mère, puisque suite à la reconnaissance des familles homoparentales, il a fallu supprimer les termes de père et de mère. C'est quand même très grave. Moi, je veux dire, très régulièrement, je suis confrontée à des documents où on me demande de remplir parent 1, parent 2. Mais ça m'exaspère. C'est officiel, c'est dans le... Oui. Notamment dans tous les organismes privés où ça va encore plus vite que dans la machine de l'État. On en est là. Quand vous êtes enceinte, que vous prenez un rendez-vous dans le cadre de votre grossesse, on vous signale si le coparent est autorisé ou pas. Vous vous rendez compte qu'on utilise coparent pour dire un père. C'est tellement beau. Je veux dire, c'est des choses qui sont
fondatrices qui sont à la base de toute société, la famille, le père, la mère, l'enfant. On est en train de balayer ça pour des folies. Mais ils vous diront que incroyable. vous êtes vieux jeu, Eva Guerlain, vous êtes vieux jeu. Non, mais là, quand ça arrive et vous racontez dans votre livre vous avez entendu dans Combini, qui était effectivement des plateformes de réseaux sociaux, et racontez l'histoire d'Artoise. C'est vraiment intéressant, c'est très significatif, même si c'est très minoritaire, bien sûr, mais quand même. Ça reste minoritaire, mais on abreuve quand même très largement les jeunes à l'heure actuelle de vidéos sur la promotion de la stérilité volontaire. Donc cette jeune fille dans le média Combini explique qu'elle s'est fait ligaturer les trompes, je crois qu'elle n'a que 18 ans. Elle affirme qu'elle n'est parquement sûre de ne jamais vouloir avoir d'enfant. Parce que c'est irréversible. Parce que c'est irréversible, c'est ce qu'elle dit. Elle dit c'est irréversible, qu'elle préfère même, parce qu'on lui dit mais est-ce que tu ne vas pas regretter un jour? Et elle dit cette phrase extraordinaire: je préfère regretter de ne pas avoir eu d'enfants que regretter de les avoir faits. Donc la seule alternative visiblement pour les jeunes, elle est entre la stérilité volontaire ou le regret d'être mère. Regret d'être mère, qui est un peu le point de départ de mon livre. J'ai écrit ce livre notamment en réaction à tous ces articles qui pullulent dans la presse féminine pour s'épancher sur le regret de la maternité, qui aurait été un tabou auparavant et qui serait enfin une parole libératrice maintenant. Donc on voit que pour cette jeune fille, il n'y a pas d'autre alternative. Cette mode de la stérilité volontaire est encouragée par un mouvement écologiste qui est complètement nihiliste, qui voit l'espèce humaine comme une nuisance sur Terre. C'est quand même hallucinant de tomber là-dedans et de laisser nos jeunes croire à ça. On y reviendra, Oui. Un problème de natalité. On ne fait pratiquement plus d'enfants, mais en Occident et en Europe particulièrement. Et c'est nous qui nous soucions de ne pas faire d'enfants pour sauver la planète. C'est absolument, délirant. Et vous dites, on en parlait hors antenne, Eva Guerlain, vous dites que beaucoup de jeunes, effectivement, nous disent la maternité, ça nous prend du temps, on a autre chose à faire, je veux vivre d'abord, et puis on verra ensuite. Quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, ce discours écologiste, il est la bonne conscience qu'on se donne pour en fait un individualisme qui est forcené maintenant. C'est-à-dire que on ne supporte plus l'enfant parce qu'il va demander trop de sacrifices, tout simplement, parce qu'il va entraver il va entraver notre liberté. C'est insupportable. D'ailleurs, le regret d'être mère, pourquoi il s'exprime? Ça n'est pas parce qu'il était tabou avant et que maintenant la parole se libère. C'est parce que pour regretter d'être mère, il faut avoir une conception de l'enfant comme une sorte d'instrument dans la quête du bien-être. Il faut avoir pensé que on allait faire un enfant pour améliorer son bien-être. Et une fois qu'on s'aperçoit que finalement c'est plus compliqué que ça, le résultat est qu'on regrette d'être mère. Mais en fait, le sacrifice fait partie intégrante de la maternité. C'est une notion qu'on ne supporte plus. Une notion. Et vous voyez beaucoup de jeunes, enfin vous dans votre peut-être pas dans votre métier, dans votre occupation, mais beaucoup de jeunes, vous pensez, sont ou bien c'est une minorité, ou bien c'est une pause plutôt qu'une conviction très répandue? Je pense que le discours qui consiste à dire que faire des enfants c'est mauvais pour la planète, on rabâche tellement ce discours écologique culpabilisateur aux jeunes, c'est quand même très prégnant chez eux. Je pense que ça se répand de plus en plus chez les 15-20 ans, cette idée que non, je ne veux pas avoir d'enfants. Voilà. Et récemment, j'ai encore lu, parce qu'alors il y a la ligature des trompes pour les filles, mais il y a aussi la vasectomie pour les garçons. J'ai lu un article encore récemment qui disait la vasectomie, l'avenir de la femme, point d'interrogation. Donc là, on se dit le féminisme est arrivé à un point de non-retour, c'est-à-dire que il estime que les femmes ne seront libres que lorsque les garçons se seront fait stériliser. Intéressant. Donc messieurs, ça devient effrayant, je trouve, quand on est un homme. Oui, enfin écoutez, c'est intéressant de voir qu'il y a 50 ans, Aragon écrivait La femme est l'avenir de l'homme. Là, on dit la ligature est l'avenir de la femme et la vasectomie est l'avenir de l'homme. C'est intéressant comme perspective. Et l'avenir de la femme, parce que c'est ça. Finalement, la fille peut-être ne se fera pas ligaturer les trompes, mais est-ce qu'elle n'exercera pas une pression sur son conjoint? Parce que de plus en plus, il y a cette idée qu'il faut répartir la charge contraceptive.
qu'elle ne doit pas revenir uniquement à la fille, que le garçon doit l'assumer aussi. Vous imaginez pour un garçon la pression sur lui si sa copine commence à lui suggérer que pour être tranquille, elle aimerait bien qu'il fasse une vasectomie. Ouais, ça va être intéressant. Moi, j'aimerais pas être à sa place. Chérie, si tu m'aimes, fais une vasectomie. Voilà. Bon. On continue à parler, on va parler de la politique de la natalité avec Eva Guerlain parce que c'est fondamental. On sait ce qui se passe aujourd'hui en Occident, mais aussi ailleurs. On en parle tout de suite après cette pause. Avec vous au 0826 300 300 pour réagir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, je suis pas le seul. Effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité. Eva Guerlain aux éditions L'Artilleur. Et alors parlons effectivement, vous savez, on dit toujours démographie, il faut faire des enfants, on parle de la crise en Occident, mais pas seulement en Occident, d'ailleurs plusieurs pays, on a vu, en fait, le paradoxe fondamental de tout ça, Eva Guerlain, c'est que au fur et à mesure du consumérisme, au fur et à mesure effectivement de la modernité, enfin ce qu'on appelle la modernité, tout se passe comme si, mais vous allez me démentir si vous n'êtes pas d'accord, mais tout se passe comme si, il dit oui d'accord, mais on accède à la vie, on avait tellement de devoirs, etc. Maintenant c'est les droits, hein, c'est l'ère des droits, droit A. Certes j'ai droit à la maternité ou à la paternité, mais si j'ai pas envie, eh ben écoutez, fichez-moi la paix. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté de dire, voilà, c'est la liberté d'un côté, et en même temps, économiquement et du point de vue de la natalité, l'effondrement de la natalité fait quand même un gros problème aujourd'hui. Oui, on a développé en fait un rapport à l'enfant qui est un rapport de consommateur. À la fois pour dire ce qu'on disait tout à l'heure, je regrette d'être mère ou je n'ai pas envie d'avoir d'enfants parce que en fait ça nuit à mon bien-être, donc voilà, exit les enfants. Ou inversement, quelle que soit ma sexualité, quelle que soit ma condition, si l'envie me prend de me procurer un enfant de manière artificielle, il va falloir qu'on me permette de me le procurer. Donc marchandisation totale de l'enfant et négation de la biologie. C'est vrai que là, cette année, en matière de démographie, pour revenir à cette question, on a atteint un point un peu très inquiétant. C'est-à-dire pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances est passé en dessous de 700 000. Donc c'est le nombre... Vous parlez de la France. Oui, pour la France. Pour la première fois depuis 1945. Oui, voilà, c'est le nombre de naissances le plus bas depuis 1945. Donc ça a quand même un peu affolé le gouvernement qui a alors parlé de réarmement démographique. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, il constitutionnalisait l'IVG, qui n'est quand même pas un message très favorable en termes de politique nataliste. Et justement, cette année, donc la même année où on passe en dessous de 700 000 naissances, on bat aussi un record d'IVG, puisqu'on est à plus de 230 000. Ça tourne toujours à peu près autour de 230 000 tous les ans, mais là, on a battu un record cette année. Et donc, quand on rapporte au nombre des naissances, ça fait qu'un enfant sur 4 conçu dans ce pays termine dans une poubelle d'hôpital. Ouais. Donc on voit qu'il y a quand même à travers ça un grand mépris. Vous êtes contre l'IVG, vous ? Non, pas du tout. Je pense que ça doit être légal. En fait, moi, dans l'idéal, j'aimerais bien une situation comme on a dans d'autres pays européens, c'est-à-dire simplement une dépénalisation. Parce que je pense qu'il ne faut pas confondre. Il faut que l'IVG soit permise. Il ne faut surtout pas qu'on retombe dans les avortements clandestins ou que sais-je. Mais il ne faut pas non plus la vénérer comme on le fait à l'heure actuelle. Mettre ça dans la Constitution, aux côtés de nos valeurs fondamentales, de tout ce qui fonde notre société, ça me paraît problématique en termes de message, en fait. Il faut rappeler que Simone Veil avait dit que l'IVG devait rester une sorte de pis-aller, c'est-à-dire quelque chose... Si on ne peut pas faire autrement. C'est ça, l'expression, c'était un ultime recours pour les situations sans issue. Aujourd'hui, ça n'est plus les termes qu'on utilise. On parle de liberté, de droit, c'est merveilleux. Voilà. Donc, les termes ont un sens, en fait. Et forcément, à partir du moment où on ne cesse de parler de l'IVG comme d'une sublime liberté, il n'y a plus de limite dans son recours. Alors même que l'objectif de la loi Veil était de
diminuer le nombre d'IVG. Mais alors que faire Eva Garland justement pour redonner envie parce que vous parlez d'un rapport, vous dites que contrairement à ce qu'on croit, les femmes elles ont envie de faire des enfants. En tout cas, beaucoup ont envie de faire des enfants. Une certaine partie. Et que ce n'est pas la liberté d'abord, mais voilà. Alors, effectivement, à l'heure actuelle, toute idée de politique nataliste est largement tabou. Lors du dernier débat sur la réforme des retraites, il en avait été question à l'Assemblée. Sandrine Rousseau avait bondi pour hurler « lâchez nos ovaires, lâchez nos utérus ». Les féministes font systématiquement semblant de croire qu'on va vouloir forcer les femmes à faire des enfants. Bon. Or, ce qui se passe à l'heure actuelle, et Emmanuel Macron l'a mentionné récemment, parce que il a l'air de se préoccuper quand même un petit peu du problème. Il y a un désir d'enfant chez les femmes qui est très nettement supérieur à notre indice de fécondité. En fait, quand on demande aux femmes combien d'enfants elles aimeraient avoir, on obtient en moyenne 2,4. Un désir qui est autour de 2,4. Alors c'est un récent sondage, oui, tout à fait. Oui. En tout cas, c'est le chiffre qu'a donné aussi Emmanuel Macron récemment. D'accord. Alors que notre natalité est à 1,8, donc nettement plus basse. Donc il ne s'agit pas de forcer les femmes à faire des enfants, mais simplement de leur permettre de faire ce qu'elles veulent. Et ça devrait être l'objectif des féministes, puisqu'elles défendent prétendument nos droits. Mais encore une fois, comme je le disais dès le départ, ça n'est pas le cas. Elles défendent leur agenda idéologique, qui est la mise à l'écart le plus possible de la maternité. Et donc, jamais elles ne défendent, elles ne militent pour ce qui nous permettrait simplement de nous réaliser, de faire ce qu'on a envie de faire. Mais alors, selon vous, mettez-vous dans la peau d'une ministre, Eva Garland, une politique nataliste, c'est vrai. Il en a un peu parlé, Emmanuel Macron, mais comme ça consisterait, sans faire le catalogue des mesures, ça consisterait aujourd'hui en France, en 2024, à quoi faire ? Alors, il y a des choses très simples, parce que la France est en retard énorme sur ces questions. On est les plus... je pense, les plus marqués par ce féminisme, ce beauvoirisme. Donc, déjà, il est absolument extraordinaire que les féministes ne réclament jamais un allongement du congé maternité. On a un des congés maternité les plus courts d'Europe, avec 10 semaines. Ce qui en plus... les plus courts d'Europe. Ah oui, en Allemagne, en Italie, sauf il y a l'Angleterre et l'Espagne qui se situent pas très bien non plus, mais à peu près partout ailleurs, il est parfaitement naturel à la naissance de l'enfant de s'arrêter 6 mois à 1 an. En Suède, vous avez 1 an à 80% du salaire. En France, après 10 semaines, vous devez retourner au travail, ce qui vous contraint à sevrer votre enfant, alors même que l'OMS recommande l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Donc, on nous dit d'allaiter jusqu'à 6 mois, de revenir à la nature, au bio, le lait maternel. Et à côté de ça, au bout de 10 semaines, on vous dit, allez, tu retournes au travail, sachant qu'ensuite, le congé parental, les allocations sont ridicules quand vous êtes classe moyenne. C'est pratiquement impossible à prendre, à moins de pouvoir le financer entièrement soi-même. Donc ça, c'est un premier point. Je n'ai jamais entendu de féministes militer haut et fort pour ça. Ensuite, autre paradoxe dans une société féministe où on veut absolument que les femmes soient au travail, indépendantes financièrement, etc., ce que j'ai envie d'être aussi personnellement, la condition pour ça, c'est d'avoir un mode de garde. Tout simplement. Et là non plus, je n'ai jamais entendu les féministes militer pour un droit au mode de garde à 100%, comme le droit d'inscrire son enfant à l'école. Tout simplement, encore une fois, parce que leur solution, c'est la mise à l'écart de la maternité. Elles ne veulent pas aider les femmes à concilier la maternité et le travail. Pas du tout, parce que sinon... C'est-à-dire qu'elles ne sont pas d'accord pour subventionner la garde et les places en crèche. Tout le monde devrait avoir automatiquement une place en crèche publique. Il n'est pas normal qu'on doive se battre, qu'on doive pleurer, supplier. À l'heure actuelle, il y aurait autour de 30% d'enfants qui n'ont pas de mode de garde, donc qui sont gardés par les parents, parfois les grands-parents. Et vous imaginez bien que dans 90% des cas, quand c'est les parents, c'est la mère. La mère qui, du coup, ne peut pas retourner au travail. Dans une société qui se veut féministe, qui nous fait des pataquès sur l'égalité salariale et sur le 8 mars, à chaque fois, c'est le délire complet. On n'entend jamais parler de ces problèmes-là, qui sont les vrais problèmes des femmes. Et notamment aussi, autre problème, les maternités, où je crois que vous avez même personnellement... Vous avez eu un témoignage, votre témoignage, voilà, là-dessus. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est quoi ? C'est encombré, il se passe quoi ? Oui, notre système hospitalier est aux abois, on le sait, et particulièrement le secteur des maternités. Alors d'abord par manque de moyens, puisqu'on a supprimé des lits, on a divisé le nombre de maternités, c'est hallucinant.
Il y a des articles qui sont sortis récemment parce que il y a une augmentation je crois, des problèmes périnataux, des morts d'enfants. La mortalité maternelle, ça va encore, mais bon, ça commence notamment dans les Outre-mer à poser problème. Donc, on a ce système hospitalier qui est méprisé, puisqu'en fait, quand quelque chose n'est pas rentable financièrement, on ferme la maternité. Enfin, c'est absolument hallucinant. Ça montre encore un mépris de ce secteur-là. Et puis, évidemment, il y a le côté qu'on accueille le monde entier dans nos hôpitaux, dans nos maternités, avec des femmes d'origine immigrée qui font le double d'enfants des femmes françaises, qui sont encouragés par tout notre système social, par notre droit du sol. Et quand vous arrivez dans une maternité débordée, vous êtes très souvent entouré de femmes qui ne parlent pas français. C'est ce qui vous est arrivé, vous ? Oui. Et vous n'avez pas pu avoir, enfin, si vous pouvez en parler, mais je crois que ce serait bien d'en parler. C'est-à-dire que oui, je suis arrivée dans une maternité débordée où il n'y avait pas de place en chambre pour moi, ce qui m'a empêché de bénéficier, il me semble que ça devrait être un droit pour les femmes occidentales, notamment quand vous travaillez, vous cotisez toute l'année. Pour toutes les femmes d'ailleurs. Voilà. Ouais. De tout ce qui aurait pu me soulager, notamment la péridurale, que j'ai eu beaucoup trop tard, j'ai énormément souffert et j'ai été dans des conditions terribles. Oui, c'est ça. Et ça aussi, ça fait partie, si on veut, une politique. Bien sûr. C'est clair. Parce qu'il faut savoir aussi que de plus en plus de femmes se tournent vers l'accouchement à domicile, à la fois pour des raisons écologiques, retrouver un accouchement plus nature, etc., mais aussi à cause d'expériences antérieures traumatisantes d'accouchement à l'hôpital. Ouais. Et ça devrait quand même nous inquiéter parce que c'est dangereux d'accoucher à la maison. Il n'y a pas possibilité de pratiquer une césarienne d'urgence, il n'y a pas de service de réanimation. Et puis on ne sait jamais, il peut y avoir des microbes ou des... Bien sûr, tout à fait. Donc que des femmes en viennent à se mettre un peu en danger peut-être pour fuir l'hôpital public et les conditions dans lesquelles on y accouche, ça mériterait au moins qu'on s'interroge là-dessus. Tout à fait, je crois, Esteban, que nous avons... Ça fait réagir, nous avons Philippe qui nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Madame Eva Garland, bonjour André. Vous avez évoqué là en deux mots effectivement le nihilisme, et Emmanuel Todd en parle concrètement. Il est évident que on doit trouver... Oui. Ah, on vous entend plus. Ah, on vous entend. Oui, ça y est, on vous entend là. Non, on vous entend pas. Philippe, est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Il y a une petite coupure. Oui, vous avez... On va retrouver Philippe dans un instant après cette courte pause, le temps de régler nos petits soucis. Et puis si vous voulez, rappelez 0826 300 300 pour intervenir dans l'émission. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Toujours dans Berkov dans tous ses états avec Eve Wagerland qui vient nous voir pour son livre L'effacement des mers aux éditions de l'Artilleur. Et puis nous avons retrouvé Philippe qui nous appelle depuis Caen. Rebonjour Philippe. Rebonjour Philippe. Et avec mes excuses. Voilà. Madame Eva Garland, bonjour André Berkov. Toujours un plaisir. Oui, vous avez juste évoqué le nihilisme. Emmanuel Todd en fait référence. Hein. Oui, la perte de valeur, la perte de sens qui fait des ravages, pour pas dire autre chose. Alors, juste un constat, pour moi en tout cas, hein, le rôle des mères et des femmes est le mur porteur de nos sociétés et civilisations. Hein. J'ai un constat. Alors, je vais prendre à revers un peu ce que vous avez évoqué. Je pense qu'il va se passer, un renversement majeur dans notre mode de vie, et notamment, je pense à un fait précis, la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. C'est-à-dire, le travail, on travaillait avant... c'était l'homme qui travaillait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la femme au foyer, et avec une lettre F majuscule, une mère de famille, un plein travail. Alors j'ai une question pour Madame Eva Garland. Pensez-vous pas que ce nouvel environnement prédateur de l'IA dans le monde du travail va de plein droit donner une réelle renaissance à la femme pour accompagner, éduquer sa famille aujourd'hui et demain. Vous voulez dire qu'un certain nombre, effectivement, de tâches seront faites par l'IA, par l'intelligence artificielle, ce qui permettra de libérer l'énergie un peu. C'est ça, exactement. Philippe. Exactement. Mais j'irais, André, les forces vives que représentent les mères. Oui, bien sûr. C'est un choix
de prendre le RER et d'aller à son travail, de revenir, je pense qu'on peut s'éclater et on peut vivre pleinement. Autrement. Mais l'IA, je pense, va rattraper la patrouille. Qu'en pensez-vous, Eva Guerlain? Alors, effectivement, ça soulève un paradoxe qui est fascinant aujourd'hui, c'est-à-dire que on a décrété que la femme ne pouvait être épanouie qu'au travail, alors même que les chiffres de l'épanouissement au travail en France sont catastrophiques. Je crois qu'il y a seulement 25 ou 27% des gens qui se disent épanouis à leur travail. La plupart des gens, en fait, aimeraient bien pouvoir faire autre chose. Ils disent qu'ils aimeraient mieux, quand on regarde les sondages, justement passer du temps dans leur famille, etc. Et en fait, avec ce féminisme qui refuse de laisser du temps aux femmes à la maison, je ne dis pas qu'il faut qu'elles y soient nécessairement tout le temps, sauf si elles le veulent. Enfin, faut juste fait laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Ont envie de faire, absolument. Et récemment, il m'est arrivé quelque chose d'assez cocasse. C'était le 8 mars, la journée de la femme. Oui. J'étais au supermarché et la caissière me donne une rose à l'occasion de cette journée parce que c'était la politique du magasin. Mais en même temps, elle me déclare si c'était vraiment notre journée, il nous aurait donné congé. Cette femme, le vrai cadeau pour elle, ça aurait été de ne pas être à sa caisse et de faire autre chose. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est très joli ça, effectivement. Et est-ce que ça ne donne pas aussi le problème, Eva Guerlain, qu'au fond, personne n'ose mettre en question et de se dire, parce que moi je connais, comme vous, évidemment, je connais des femmes au foyer et qui sont heureuses de l'être. Je veux dire, même aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, alors je connais aussi, c'est plus rare, mais je connais des hommes au foyer heureux de l'être. Ça existe aussi. Moi, c'est évidemment, c'est très minoritaire, comme disait Michel Audiard. Il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Non, mais pour revenir à ça. Est-ce que, au fond, quel serait l'équilibre? Parce que, une femme, des enfants, etc. Et d'ailleurs, je pense à une amie qui tient une chaîne de radio sur les réseaux sociaux et qui a 3 enfants et ça n'empêche pas d'élever ses enfants. Son mari est professeur et elle anime sa chaîne tous les jours pendant 2 heures et voilà et ça marche. Donc c'est pas vrai que c'est pas possible, que c'est contradictoire. Si on a des enfants, c'est fini, on est mort. C'est ça. D'une part, il faut favoriser tout ce qui peut permettre de concilier le travail et la maternité, d'aider simplement les femmes qui ont des enfants à ce que ça soit plus facile. L'allongement d'ailleurs parental, les crèches, les maternités, tout ça, etc. Tout ce qui peut aider les femmes. Et par ailleurs, il faut aussi cesser de mépriser le travail de la femme au foyer. S'il y a des femmes qui ont envie de faire ça, il faut bien voir que le raisonnement féministe sur la femme au travail est quand même un raisonnement de bourgeoise qui a fait de hautes études et qui va pouvoir viser du travail épanouissant. Je reprends mon exemple de la caissière. Quand on n'a pas fait de hautes études, etc., je pense que c'est une chance de ne pas avoir allé au travail parce que le travail est peu rémunérateur, peu gratifiant. Donc on aime peut-être mieux de s'occuper de ses enfants. Et il faut voir que, notamment sur le plan éducatif, là ça rejoint le thème de mon premier livre, les femmes au foyer ont un rôle immense à jouer. Les enfants qui ont une mère qui est disponible pour leur faire correctement à manger, pour leur faire leurs devoirs, pour s'occuper d'eux, pour les éduquer. Voilà. Tout simplement pour leur donner les codes. Mais ça change tout dans la société. Les mères ont un rôle qu'on a méprisé, mais qui est la pierre, le fondement de notre société. C'est très vrai, et c'est vrai que effectivement on parle beaucoup aujourd'hui, c'est à propos de la violence, de la délinquance, etc. Oui, mais ils n'ont pas le foyer. C'est pour ça que Emmanuel doit travailler, parce que mais le père aussi, d'ailleurs, puisqu'on s'est rendu compte que dans les dernières émeutes, 60% des émeutiers étaient issus de familles monoparentales. Absolument. Donc une mère seule, dépassée, pas de père. Et là on se dit finalement la famille c'est peut-être quand même une structure qui permettait à la société de fonctionner. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est cette espèce de... Alors on comprend encore une fois, c'est le coup de balancier qui va d'un côté, qui va d'un autre. C'est le famille je voué d'André Gide. Bien sûr. C'était littéraire plutôt qu'autre chose. Et puis effectivement, la famille c'est ringard, la famille c'est dépassé. Mais c'est le moi et moi, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, c'est le 19e siècle avec son carcan bourgeois où la famille était devenue quelque chose d'assez oppressant contre laquelle on s'est...
Mais c'est toujours le problème, c'est qu'on passe d'un extrême à un autre et que là, on est arrivé au bout de cette révolte qui devient absurde. Quand on voit Geoffroy de la Gannerie s'insurger contre le familialisme, que ce serait ringard, que ce serait insupportable, c'est complètement ridicule aujourd'hui où on a tout déconstruit, où on a ruiné la famille, où le taux de divorce est de quasiment 50%, où on nous fait constamment la promotion de modèles familiaux alternatifs qui sont la négation de toute la nature humaine. Est-ce qu'au fond, justement, l'idéologie, enfin, woke, cancel culture et compagnie a joué un grand rôle, ça on le sait, on en a parlé déjà. Parlons pas de la transmania, tu avais reçu les autrices. Ouais, je sacrifie même au jargon. Mais pour revenir à ça au fond, ce que vous dites aujourd'hui, comment arriver à un équilibre, en fait, Eva Garland, entre Simone de Beauvoir, parce qu'il ne faut pas rejeter l'enfant de Beauvoir. Non, il ne faut pas tout rejeter. Elle a dit des choses absolument passionnantes. Mais par exemple, quand elle dit « on ne naît pas femme, NAIT, on le devient ». Pour vous, c'est une aberration ou pas ? Alors, ça exprime en tout cas quand même un peu cette hubris de l'autodétermination. C'est l'existentialisme, hein, c'est l'idée qu'on va se construire psychologiquement. Ouais. Ce qui est vrai d'ailleurs, on se construit aussi, nous, on n'est pas que ça, mais on ne fait pas l'équilibre entre la nature et la culture. Et la culture, et sachant que les deux sont liés, parce qu'en fait, quand on dit on ne naît pas femme, on le devient, il y a quand même cette idée donc que la biologie n'a aucun rôle. C'est maintenant l'idée quand on dit qu'on a assigné un sexe à la naissance à quelqu'un comme si on avait commis une abomination, c'est juste qu'une personne née avec un sexe, c'est une réalité. On n'est pas femme, on le devient, c'est-à-dire qu'ensuite on va entrer dans tout un tas de codes culturels qui vont nous être imposés. Et le féminisme n'a eu de cesse de déconstruire ces codes culturels. Le problème, c'est que c'est en faisant ça qu'il est arrivé à la négation de la nature et de la biologie, puisque la plupart de nos codes culturels sont fondés en nature. En fait, si on prend toute notre organisation, oui, je vais donner des exemples. Déjà, toute notre organisation un peu, du travail, notre répartition des tâches de toute éternité, elle est fondée sur deux réalités biologiques en réalité, à savoir la force physique supérieure des hommes et le fait que les femmes portaient les enfants. Donc, à partir de là, quand on veut remettre à plat et faire exactement la même chose aux femmes et aux hommes, on voit bien qu'on va en venir à nier ces réalités biologiques et qu'on va en venir à nier la virilité et nier la maternité. Alors, pour prendre un exemple beaucoup plus prosaïque, les féministes militent beaucoup contre l'épilation des femmes, qui serait un code culturel absurde qu'on nous impose, une contrainte sociale. En réalité, cette contrainte, même si elle est variable dans les siècles, etc., elle est fondée en nature, puisque les femmes ayant une pilosité inférieure, on entretient sa féminité en s'épilant. De la même manière, les hommes ayant une force supérieure, ils vont entretenir leur virilité en faisant de la musculation. Ce qui est aussi une pression sociale, par ailleurs, dont on ne se soucie pas. Les garçons qui n'ont pas de muscles et qui se sentent obligés de passer des heures à la salle de sport. Voilà. Donc, et on parle pas juste un mot, parce qu'on arrive en fin d'émission, mais c'est vrai, dans ces aberrations, c'est les hommes, ils ont fait leur transition et allant et devenant champions des sports féminins. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, on voit bien qu'on essaie de nier la biologie, mais qu'elle revient à grands pas. Et voilà, en fait, à force de tout considérer comme mais c'est le fondement de la théorie du genre, c'est de dire qu'il y a un genre qui est différent du sexe, de dire que tout cela n'est que construction sociale qu'on va déconstruire. Et en fait, on en arrive à la négation de la nature. C'est une fatalité. Et cette négation de la nature, elle est non seulement elle est assez grotesque, mais elle est pernicieuse. Paradoxale chez des gens qui se réclament écologistes. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne vont défendre la nature que quand il s'agit de protéger les petits poussins. Ouais. Par contre, le fœtus humain et la nature de la femme et de l'homme, là, il n'y a plus personne pour les défendre. La meilleure manière de défendre la nature, disent ces braves gens, c'est de la violer. Oui, en quelque sorte. Merci Eva Garland. Merci. Merci Eva Garland. On rappelle votre livre L'effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité. On va se retrouver demain sur Sud Radio. André Berkoff, vous revenez de 13h à 14h demain pour une émission culturelle avec Céline Alonso. Demain, entre midi et 13h, ce sera Alexis Poulain qui sera aux commandes. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.